Pour commencer cette vidéo, je voudrais remercier toute ma communauté, toute la communauté qui s'est exprimée dans les commentaires de la dernière vidéo. Ça fait vraiment plaisir et ça montre qu'on n'est pas là pour rien et qu'il y a toute une partie des gens qui me regardent, qui mesurent un peu le travail et qui ont une reconnaissance, et ça fait vraiment plaisir, vraiment chaud au cœur. Ça donne envie de continuer. Suite à cette fameuse vidéo, et pour aider les gens qui sont en phase de recherche, ou au moins qui ont déjà trouvé mais qui veulent aller visiter, je vais énumérer quelques points sur lesquels il faut être intransigeant lorsqu'on visite un camping-car. Et c'est ces points-là sur lesquels il faut porter votre attention avant de visualiser l'esthétique du véhicule. Delta 3, la dernière Delta. Pourquoi je la ramasse dans la voiture ? C'est que je la charge avec l'allume-cigare. Comme je fais pas mal de kilomètres, je me dis c'est dommage, le soleil en ce moment est plutôt rare, donc les montages vidéo, je les fais sur des batteries comme celle-ci. Je ne tape pas dans mon power kit ou dans la batterie de la cellule du véhicule pour éviter qu'elle se décharge trop, et j'utilise la Delta, mais si la Delta 2 Max. Alors celle-ci est beaucoup plus pratique parce qu'elle est plus petite, la Delta 2 Max est un peu lourde et un peu grosse. Là on a une capacité moindre, mais pour faire les montages, c'est amplement suffisant. Cette nouvelle EcoFlow, elle s'allume toujours à peu près comme les autres, mais les boutons ont changé. Donc tu peux voir, elle est à 100% chargée avec ma voiture. Sache quand même que si tu veux la recharger au solaire, tu peux y rentrer 1000 watts. C'est le record mondial pour une batterie de cette dimension. Tu peux regarder partout dans la concurrence. Il n'y a rien, il n'y a aucune batterie concurrente qui peut rentrer 1000 watts en solaire. Elle charge en 56 minutes complètement lorsqu'elle est connectée au secteur, puisqu'elle peut charger jusqu'à 1500 watts. En puissance de sortie, 1800 watts, mais tu peux, en activant le X-Boost, arriver à 2400 watts. Tu peux faire tourner des outils, des machines qui tapent 2400 watts, ce qui est énorme. Lorsqu'elle tourne, pour alimenter moins de 600 watts, c'est 30 décibels. Autant dire 30 décibels, tu ne l'entends pas. Les bruits ambiants sont plus importants, tu ne l'entends pas du tout. Quand tu tapes 1200 watts, à ce moment-là, elle sort, elle fait un bruit de 40 décibels, ce qui est négligeable par rapport aux précédentes. Ça, c'est dû aux nouvelles technologies de batterie. Il y a 4 brevets, il y a énormément de brevets, mais il y a 4 brevets très importants dans cette batterie, des brevets EcoFlow. Il y a un système de refroidissement qui est étudié différemment. Il y a les batteries qui ont une conception qui leur permet de refroidir beaucoup plus vite et de ne pas chauffer et de se refroidir très rapidement. Donc c'est ce qui explique qu'elle fait très peu de bruit. Elle est gérable par le téléphone avec tout un tas de scénarios différents. Tu peux paramétrer par exemple la recharge solaire entre telle heure et telle heure. Tu peux paramétrer l'ouverture du CA du courant sur la batterie entre telle heure et telle heure. On a le système où tu peux tout mettre en route, le courant à distance et tout, que tu sois à l'autre bout du monde ou que tu sois près de la batterie. Tu peux mettre le courant en route de là. Par les sorties, tu as les sorties USB qui se contrôlent, tu as les sorties courant qui se contrôlent, tout se contrôle à distance. Et ensuite, au niveau des paramètres, même la luminosité de l'écran se règle, tu vois. Tu peux régler le courant en charge voiture, tu peux régler le courant d'entrée. Ça veut dire que quand un camping-car park ou autre qui n'accepte pas plus de 6 ampères, par exemple, tu peux paramétrer la batterie pour qu'elle ne dépasse pas les 6 ampères pour la charger. La gestion de cette batterie par l'application, elle est top. Alors, il y a une grosse nouveauté. Alors, bien sûr, cette batterie peut se connecter au power alternateur, au chargeur alternateur. Et là, à ce moment-là, il lui faut 1h30 pour être chargé complètement. Tu peux également la connecter au Power Stream. Donc, Power Stream dans ta maison avec les 2 panneaux 400 watts. Tu peux cumuler, bien sûr, la recharge solaire de cette batterie. Tu peux connecter des panneaux et connecter des panneaux sur ton Power Stream. Ce qui fait que ça te fait une belle recharge. Le gros point intéressant, c'est que si tu as une Delta 2, la Delta 2, elle peut se connecter à cette batterie et faire un stockage supplémentaire. Ça veut dire qu'elle peut se connecter entre elles. Elle peut également se connecter à la Delta 2 Max, donc la 2000 watts, la batterie, elle peut te servir en fait d'extension de batterie. Et alors bien sûr, il existe toujours les extra batteries qui sont par contre beaucoup plus petites. Je crois qu'elles font la moitié de cette Delta. Tu peux en rajouter 2.
Donc tu peux tripler la capacité. Alors je te rappelle que la Delta 3 Plus comme celle-ci fait 1024 Wh. C'est ce que tu as en énergie dedans et que tu peux tirer donc jusqu'à 2400 watts. Cette station d'énergie ne sortira que le 19 décembre. Donc on est un petit peu à l'avance. Tu la verras sur le site EcoFlow le 19 décembre. Il y aura 5% de remise sur celle-ci. Si tu veux bénéficier d'une remise par le biais de mon code promo et du lien qui est ici, il y aura 5%. Tout le reste du site actuellement est à 8%. Hors nouveauté, je crois, mais il faut contrôler. 8% jusqu'au 31 décembre. Donc si tu as quelque chose à acheter, n'hésite pas à utiliser mon lien et mon code promo. Déjà, ça m'aide parce que je reçois une petite rétribution. Toi, tu ne la payes pas plus cher et au contraire, tu as une remise. J'ai eu récemment l'envoi d'une batterie d'une autre marque concurrente à EcoFlow. Et là, c'était différent, c'est que je l'ai déjà évoqué, on me payait. En fait, on me payait pour faire cette vidéo. C'était une vidéo dédiée que je devais faire sur cette batterie. Quand je l'ai essayé, j'ai dit non. Je ne peux pas présenter cette batterie derrière celle que j'ai présentée déjà, qui est beaucoup moins performante, qui coûte plus cher. Non, c'est pas possible. Il y avait une énorme différence. C'était tellement énorme que ça justifiait un prix beaucoup moins élevé. Et au contraire, c'était plus cher. Donc j'ai renvoyé, alors ça a été un peu compliqué parce qu'ils ne voulaient pas me rembourser les frais de port en fait. Ils voulaient récupérer la batterie mais ne pas me rembourser les frais de port. J'ai dit non, si c'est ça, vous venez la chercher vous-même. Au niveau des brevets, je ne l'ai pas dit, le Xtreme donc c'est la charge rapide sans endommager la batterie. Et ça c'est assez rare parce que souvent il y a des marques qui te disent attention quand tu fais la charge rapide tu endommages la batterie. Là c'est pas le cas. Le X-Boost ça te permet de tirer jusqu'à 2400 watts et de faire tourner une machine qui consomme beaucoup de courant. Le X-Guard c'est la technologie étanche, inifugée et résistante aux chutes. Ça veut dire que la batterie peut chuter sans risquer l'endommagement. Et l'EcoFlow Oasis, non, c'est le système de gestion de l'énergie qui est beaucoup plus élaboré que sur l'ancienne, où tu vas pouvoir agir sur beaucoup plus de paramètres, que tu vas pouvoir lui donner des règles. Tu t'allumes à tel moment, tu t'éteins à tel moment, tu charges le solaire à tel moment et tu t'arrêtes à tel moment, tu charges sur le courant à tel moment et tu t'arrêtes à tel moment. En fait, tu peux vraiment programmer sa manière de fonctionner et de se recharger. Et ça, c'est très utile dans les maisons où tu veux faire des économies d'énergie, tu veux la charger en heure creuse et utiliser le courant en heure pleine. Tu peux également le programmer dans l'application. Ça, c'est les 4 grosses innovations de cette batterie. Tu peux donc la connecter à une batterie supplémentaire Delta 3, la même, ou éventuellement une extension de batterie. Tu peux la connecter à la Delta 2 ou la Delta 2 Max. Voilà. C'est avec bien sûr le câble qui va bien, hein. Il faut acheter le câble en plus. Hein. Les méthodes pour économiser le courant sont multiples. Tony, explique-nous. Tout simplement, on a la petite batterie EcoFlow. Ça c'est la River 3. Voilà, sur laquelle on a branché l'écran, puis la télé, ouais. La PlayStation. Et la PlayStation. Et donc tu peux jouer combien de temps en gros avec ça d'après là? Alors environ 3h30, 4h, ouais. Je dirais. Et on dépense en moyenne, je dirais 80 watts. Ça dépend, ça descend un peu, c'est variable. Ça économise le courant et ça je la recharge dans la voiture. Voilà, tu vois, quand je roule, je recharge la Delta 3, je recharge la River, je recharge l'ancienne River Max que j'ai également. Et toutes les petites batteries, je les charge dans la voiture en fait. Et ça me permet de faire fonctionner les ordinateurs. Tu vois là, et Tony peut se permettre de jouer alors qu'on n'a pas de recharge solaire. Cette batterie, je la trouve vraiment bien. Pour par exemple les gens qui sont en voiture et qui s'arrêtent sur des aires de service pour vite, des aires de repos, vite faire un montage ou je sais pas quoi. Je la trouve vraiment pas mal parce que regardez, elle est toute petite, très fonctionnelle. Et niveau batterie, c'est pas mal. Grande station d'énergie, gros groupe électrogène. Hein. Si vous n'avez pas beaucoup de place et que vous voulez avoir un petit peu de courant partout. T'as jeté ton dévolu sur un camping-car et vient l'heure de la visite. Plutôt tenté, en fait, au moment où tu visites le véhicule, à ouvrir la porte de la cellule, à y rentrer et à découvrir l'état de propreté de celui-ci. Et souvent, il y a eu de belles photos, quelquefois tu peux avoir une déception lors de la visite, mais quelquefois, le véhicule est très propre. Et tu as tendance à porter des conclusions par rapport à cette propreté. Et oublier de regarder l'essentiel. Aujourd'hui, on ne va pas faire une visite complète, parce qu'on l'a déjà fait maintes et maintes fois, mais on va s'arrêter sur les détails sur lesquels il ne faut pas déroger. On va se concentrer sur les détails éliminatoires, selon moi. Hein.
Sauf si, bien sûr, tu veux entreprendre des réparations et passer ta vie sur le véhicule avant qu'il soit opérationnel. À ce moment-là, c'est une autre démarche. Tu achètes un véhicule qui a un problème que tu connais et tu le payes en conséquence en sachant que tu vas y travailler de longues heures. Parce que oui, quand on commence à réparer un véhicule qui a subi une infiltration ou qui a eu un gros problème, ça prend énormément de temps. Et il faut le faire dans les règles. Et le faire dans les règles, ça sous-entend carrément reconstruire un morceau du véhicule, quelquefois. Au moment où tu vas arriver chez le vendeur, il peut mal prendre la démarche que tu vas faire aujourd'hui, lors de cette visite. Donc, il faut éviter de le solliciter trop pour des choses que tu n'aurais pas. Une lampe, pour pouvoir éclairer en dessous, pour voir. Un tapis éventuellement, un tapis par exemple pour faire les pompes, le sport, pour t'allonger au sol. Parce que là c'est pareil, si tu ne l'as pas et que tu dois t'allonger dans l'eau, tu vas devoir lui demander. Et comme ça va l'emmerder que tu ailles en dessous, bah, il risque de... Voilà, si tu as tout dans ton coffre, tu as tout avec toi, tu es tranquille. Et ça sans trop lui dire quand même, parce que là il va dire on n'allait pas faire des trous dans mon véhicule, d'avoir un petit tournevis, une petite chose métallique pour pouvoir sonder un petit peu les endroits sur lesquels tu auras un doute. Alors c'est sûr que quand moi je fais cette démarche, par exemple quand je filme un véhicule, c'est différent. Moi je viens, ils m'ont sollicité pour venir le filmer, pour pouvoir le vendre. Je peux me permettre un petit peu plus de choses sans subir la vexation. Mais toi tu vas aller voir quelqu'un, il a plusieurs demandes, quelquefois il a plusieurs personnes. T'es passé le premier, et du coup le fait de voir que tu pourrais éventuellement découvrir quelque chose, et ben quelquefois ça le rend un peu agressif. Pas toujours. Quelquefois, il te dit, allez-y, mon véhicule est nickel. Quelquefois même, il n'est pas au courant de ce que toi, tu vas découvrir. La première chose qui va poser problème, c'est l'arrière. Parce qu'on a les roues qui sont ici, elles projettent de l'eau, souvent quand il pleut, elles projettent de l'eau sur la paroi, donc le fond du camping-car, et du coup, souvent, cette partie-là, l'eau vient s'accumuler dans l'angle des pare-chocs, et elle vient pourrir le plancher qui est souvent en bois. Alors sur certains véhicules, il y a un traitement de surface qui est fait, qui évite donc l'eau de pénétrer. Quelquefois même tu as des bavettes. Ces bavettes empêchent la projection, ou tout au moins une partie, et ça préserve le véhicule. Voilà, donc tu t'allonges sur ta petite couverture, ça je ne vais pas t'apprendre comment il faut s'allonger. Ensuite tu allumes ta lampe et tu regardes. Tu vois, là on peut voir par exemple que la surface, il y a un anti-gravillonnant, il y a un traitement de surface noir. Alors le véhicule est assez haut, donc on n'aura pas trop le problème que je te relate. Mais tu vois, ensuite tu peux taper un peu partout. Tu peux même avoir, quand ça s'effrite, avoir une pièce métallique, un tournevis, pour voir jusqu'où tu peux t'arriver à faire rentrer ton tournevis sans bien sûr faire de trop gros trous. Voilà, ça, si vraiment... Dans ces endroits, tu as quelque chose qui est très abîmé, c'est éliminatoire. C'est éliminatoire pour la simple et bonne raison que ton plancher est là, ça c'est de l'habillage. Ton plancher est là, c'est pas seulement le plancher qui est humide, qui s'est humidifié, le plancher a également, par capillarité en fait, l'eau va remonter dans les parois. Ce qui veut dire que souvent, quand tu as le plancher qui est très abîmé, très imbibé, tu peux avoir jusqu'à ce niveau, quelquefois même au-delà, des lithos, donc la structure du véhicule qui est souvent en bois, qui est également pourrie, ou qui est pourrie sur une bonne partie. Donc là, autant te dire que le travail de réfection, il est énorme, parce que tu es obligé d'enlever le plancher, de le remplacer, tu es obligé d'aller gratter, d'aller remplacer les morceaux de litho, donc enlever l'habillage qui est à l'intérieur, c'est un énorme travail. Remettre ensuite de l'isolant, tout, c'est un truc qui t'emmène très très loin. Ça pour moi c'est éliminatoire. Ça veut dire que si je me penche là, c'est la première chose que je vais faire. Si je me penche là et que j'ai ce problème-là, je laisse tomber. Voilà. Tout simplement, je ne rentre même pas en négociation, je laisse tomber tout simplement. Il y a un cas de figure qui peut se présenter, c'est que dans les endroits où il y aurait un problème, eh bien tu as une plaque qui a été collée. Tu vois ? Tu as un anti-gravillonnant qui a été placé, tu as une plaque qui a été collée. Au moment où tu vas le découvrir, tu vas le relater à son propriétaire. Si c'est pas une première main, il va te dire bah ouais mais c'était pas le mien, je sais pas, moi je l'ai acheté comme ça. Si c'est le sien, il va dire oui, ça commence à être abîmé.
Donc j'ai mis une plaque. On remet jamais une plaque en préventif, je te le dis. Hein. On remet jamais un habillage en dessous, sur une partie seulement, en préventif. Si on le fait, c'est qu'il y avait une infiltration. Voilà. C'est qu'il y avait de l'eau qui rentrait par-dessous, ça veut dire qu'on avait le bois pourri. Parce que s'il n'est pas pourri en profondeur, il suffit de tout gratter, de tout brosser, de tout nettoyer, et de repasser une couche sur la totalité du plancher d'antigravillonnant. Et à ce moment-là, tu as quelque chose de propre, et tu peux taper, et tu sens le plancher, tu sens le bois. Hein, tu sens pas la plaque, tu tapes pas sur la plaque qui a été rajoutée. Donc une plaque qui a été rajoutée, c'est souvent le signe d'un problème, et ce problème a été masqué, en pensant bien faire peut-être, il a dit, moi je vais réparer les infiltrations, tu répares pas les infiltrations en fait. Tu laisses le bois pourri à l'intérieur, et tu le recouvres. C'est un cache-misère. Là encore une fois, c'est à toi de voir, mais à mon avis, il vaut mieux passer son chemin. Pour rester donc sur la partie basse du véhicule, la deuxième chose à vérifier, ça va être les rives. Alors sur un véhicule comme celui-là, ça c'est de l'aluminium. Tu as un habillage, donc le plancher il doit arriver ici, hein, il arrive à peu près là, voilà. Tu as le plancher, bon quelquefois il y a un double plancher. Et ensuite, dans le bas du panneau, tu as une rive en bois en fait. Alors maintenant sur les Francia qu'on t'a présenté, après une certaine année, on était sur de l'aluminium. Même quand le véhicule subit une infiltration, il ne pourrit pas. Par contre, sur un véhicule comme celui-là, et sur d'autres, là on a la chance que le plancher est très très haut. C'est plus compliqué d'avoir des infiltrations par le dessous, mais l'eau ruisselle, là il y a des fixations, elle ruisselle et elle vient pénétrer par les infiltrations. Donc quelquefois, l'eau est passée et tu as tout un endroit, l'impact en fait, le visible il est tout petit, mais l'impact à l'intérieur, il est très gros. Il y a certains Laika, par exemple, et d'autres, les McLouis, d'autres véhicules, qui sont beaucoup plus bas et sur lesquels on remarque souvent que la rive en bois ici est pourrie. Hein, donc ça, on le voit par-dessous, on va essayer de le voir ici. Je suis pas sûr qu'on voit grand-chose. Voilà, regarde bien. La rive, on la voit là, hein, tu vois. On voit où c'est fixé les vis, et tu peux voir que la rive, elle est en parfait état. Hein. Voilà, on voit qu'elle est en parfait état. Qu'elle n'est pas du tout pourrie. Tu vois la rive? Attends, je vais essayer de tenir tout ça, c'est ça. Tu vois, ça c'est dur. Ça c'est du bois. Hein, et ça fait tout le tour du véhicule. Donc ça, c'est vraiment un truc qu'à contrôler tout le tour du véhicule, bien comme il faut. Le problème est beaucoup plus récurrent sur des vieux véhicules. On le voit beaucoup moins sur des véhicules plus récents. La conception est un peu différente. Là-dessus, en tout cas, et sur plein d'autres marques de la même année et même un peu plus récents, je dirais jusqu'à 2012, 2011, 2012, on rencontre encore beaucoup de problèmes comme ce qu'on pourrait rencontrer sur celui-là, par exemple. Le troisième problème qui peut faire capoter l'achat du véhicule, c'est le pied de cellule. Sur ce véhicule, on ne l'a pas. Mais souvent, tu as un débordement ici, il y a une soute qui fait l'angle. Dans cet angle, dans ce pied qui est souvent derrière la roue est toujours un peu plus reculée sur un intégral par exemple, eh bien tu peux avoir tout le bas ici qui est pourri. Parce que les projections d'eau font que cet angle-là étant quelquefois mal protégé ou ayant subi de nombreuses grosses humidifications, eh bien l'eau finit par transpercer et elle te pourrit tout l'angle de la cellule. Et ça, c'est très important. Alors souvent, comment on le voit? Par la soute. Alors on va tenter de le voir ici. Tu vois, la porte, elle est là et on a directement ensuite la cellule. On va ouvrir cette soute, mais là, on verra rien, c'est la batterie. Souvent, il y a une soute ici. Ici, on va avoir une batterie et du coup, je pense pas qu'on verra bien l'angle. On voit strictement rien. On a tendu à côté, tu vois, il y a de l'air qui est un peu remonté, mais voilà. On peut voir que là, on voit pas grand-chose. Souvent, la soute ici, la cellule arrive là. On est dans la cellule, en fait. On est dans le bas de cellule quand on regarde ça. Et souvent, il faut bien regarder l'intérieur, bien regarder l'extérieur aussi quand tu peux. Ici, c'est pas l'exemple, je peux pas te montrer. Mais ça, c'est souvent soumis à des problèmes. Enfin, c'est souvent. C'est pas systématique. Ça arrive. Un autre problème sur les intégraux. Là, je vais pas parler de ça, cette marque-là. C'est souvent les intégraux, style Rapido, par exemple, tu vois. C'est pas que sur les Rapido, hein, mais t'as quelquefois les joues qui sont ici. Donc les joues qui sont beaucoup plus grandes sur un Rapido, il y a eu des problèmes en fait. Il n'y a pas eu des problèmes systématiques,
Mais il y a eu des problèmes d'infiltration sur ces joues qui étaient complètement pourries. L'eau, elle pénètre par alors, tu as les fenêtres qui vont beaucoup plus loin. C'est difficile, on n'a pas de véhicule comme celui-là ici, donc c'est difficile de te montrer. Et du coup, l'eau, elle pénètre, quelquefois par les rétros, quelquefois par les pare-brises, etc. Elle vient imbiber le panneau sandwich, puisque le panneau sandwich, il fait tout le côté, il arrive jusqu'à l'avant du véhicule, hein, sur un intégral. Et là, cette partie-là, d'un côté ou de l'autre, alors ça, il faut taper à l'intérieur du capot, à l'extérieur du capot, pour essayer de voir si on décèle quelque chose. Personnellement, j'ai ce petit appareil. Alors c'est un Nextech, le mien. Alors pourquoi j'ai choisi celui-là? Parce qu'il n'y a pas de pic, tu vois, c'est une boule. Et je préfère. Déjà, quand tu déboules avec une pique, et les vendeurs ont peur que tu fasses des trous dans leur véhicule, là je pose, ça a le même effet. Hein. C'est aussi efficace. Là par exemple, tu vois, on est à 3% d'humidité, je l'ai appuyé sur rien. Si je l'appuie ici, de l'extérieur, voilà, j'ai 24%, 25%. Si je l'appuie à l'intérieur et que j'ai... de toute façon, il sonne. Hein. L'alerte, elle sonne au moment où tu dépasses les normes. Et là, tu sais qu'il y a de l'humidité. Alors attention quand même, quand tu utilises ça, si ton véhicule a une structure aluminium, au moment où tu vas tomber sur un montant en aluminium, il va sonner, comme si c'était humide. Dans des structures en bois, comme ce véhicule-là, s'il y a de l'infiltration et il y a de l'eau qui reste quelque part, c'est imparable. Hein. Voilà, c'est un peu, d'ailleurs, en plus perfectionné, les contrôles d'étanchéité, ils utilisent souvent des systèmes comme celui-là. Le gros problème du contrôle d'étanchéité, c'est qu'il est fait, le véhicule, la plupart du temps, sort de l'hivernage. Alors j'ai appris qu'il y a certains contrôles d'étanchéité qui sont réalisés dans les règles, le véhicule est mouillé, hein, il passe de l'eau partout sur le véhicule avant de le tester. Et là, c'est plus fiable. Parce que si le véhicule est sec, qui sort d'un endroit sec, que tout a séché, il a été hiverné pendant 6 mois, il n'y aura pas d'humidité, tu vois ce que je veux dire, ça aura certainement séché. L'autre point assez important, je dirais que même éliminatoire, c'est dessous la douche et dessous les réservoirs d'eau. En fait, sur celui-ci, on a un réservoir d'eau là au niveau de la banquette. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va contrôler le plancher qui est en dessous. Comme je te l'ai fait au fond, on ne va pas recommencer, je ne vais pas repasser en dessous, mais l'endroit où le réservoir est positionné, eh ben, tu regardes en dessous si la surface est propre et bonne, elle est dure en tapant, de la même façon que je l'ai fait au fond. Et sous la douche, parce qu'en fait la douche sur ce véhicule-là se trouve ici. Et la douche, c'est souvent générateur de fuite, en fait, parce que la douche, le bac est fait en plastique. Et sur certaines marques, alors pas sur l'Aïka, parce qu'on a une douche, le plastique reste souple. Mais il y a des plastiques de douche qui sont cassants. Et ces plastiques cassants, avec le temps et avec l'âge, le plastique, sa constitution change, et il devient encore plus cassant. Et donc avec le poids de la personne qui prend la douche, il finit par se fendre. Il se fend au niveau des bandes et c'est des micro-fissures. Donc tu les vois à peine. Mais l'eau, elle passe. Parce que le problème, c'est que quand tu prends ta douche, il y a beaucoup de camping-cars sur lesquels l'eau ne s'écoule pas aussi rapidement qu'à la maison. Elle commence à s'accumuler un peu. Et elle coule petit à petit, parce que les tuyaux cannelés sont tout petits en fait. L'écoulement n'est pas super rapide. Et du coup, l'eau, elle a le temps, par ses fissures, de passer à travers. Il y a une partie de l'eau qui s'en va une bonne partie qui s'en va dans l'évacuation. Et il y a une petite partie qui s'en va dans le plancher, en fait, hein, tout simplement. Hein. Et là, ça s'imbibe. Et souvent, on voit des auréoles en dessous. Alors, une auréole seulement, avec un bois qui est dur, ça sous-entend qu'il y a eu infiltration, mais qu'elle n'a pas perduré. Par contre, quelquefois, c'est la même chose qu'au fond. Tu plantes ton tournevis, tu vois. Et ça sous-entend qu'il faut enlever le bac à douche. Ça sous-entend qu'il faut traiter, changer le morceau de panneau. Ça sous-entend que l'eau, elle a certainement remonté par les parois. Tu laisses tomber, tu passes ton chemin et t'en achètes un autre. Hein, c'est clair. Si tu veux pas avoir des tonnes de travaux, de ne pas pouvoir te servir de ton véhicule tout de suite et risquer, parce que aller gratter un panneau jusque-là, et s'apercevoir que derrière tout est pourri, tu vois, c'est de changer les litos et tout, c'est un énorme travail, énorme. Le problème suivant, c'est les baies. Alors les baies, c'est tout simple. Ça va pas pénétrer rarement par le joint. Quand ça pénètre par le joint, ça vient dans la gouttière. Ça peut quand même être emmerdant, mais ça provoque moins de problèmes que l'eau qui passe là. L'eau qui passe par le tour du cadre, elle vient, elle coule. Alors t'en retrouves aussi dans la gouttière. Elle coule et elle vient imbiber la partie inférieure. Toute cette partie-là, ça c'est une coque dure, on va pas l'entendre, elle est en aluminium. Tu vas pas entendre s'il y a un creux, si vraiment ça sonne creux là à l'extérieur. De l'extérieur, c'est que vraiment,
Le truc, c'est un gruyère. Tu vas plutôt l'entendre de l'intérieur. Voilà, à l'intérieur, on a une plaque isorel. Alors, une plaque isorel, qu'est-ce que c'est l'isorel? Ça ressemble à de l'isorel, en fait. Ton panneau sandwich, là, c'est une plaque d'alu, mais ça peut être du plastique. Elle est rigidifiée par des lithos en bois. Entre les lithos, tu as de la mousse polyuréthane, une espèce c'est pas un polystyrène, c'est un peu plus dense, c'est un peu plus épais. Et à l'intérieur, tu as ce que je peux appeler de l'isorel. Ça peut être différent, ça peut être autre chose. L'isorel, c'est un espèce de particule de bois un peu mou. Donc c'est un revêtement qui se casse assez facilement quand il n'est pas maintenu. Là, il est collé, donc ça bouge pas, mais c'est quelque chose qui s'imbibe assez facilement. Ça prend assez facilement l'eau et tout de suite, si l'habillage est en papier ou papier décor, etc., tu vois des auréoles en fait, tu vois des grandes auréoles. Et le fait que cette infiltration, elle continue avec le temps et elle continue à imbiber, eh bien c'est les lithos qui commencent à se pourrir. Et là c'est pareil, c'est la structure du véhicule. Donc il faut éviter. Les signes qui peuvent te mettre la puce à l'oreille, qu'il y a déjà eu de l'eau qui est rentrée, c'est les joints. Au moment où il y a eu ce problème, on fait un joint. Quand l'eau commence à rentrer, on fait un joint autour pour éviter d'enlever la baie et de changer le butyl, parce qu'en fait, la plupart des fenêtres, la quasi-totalité des fenêtres, toutes, elles sont assemblées au butyl. Alors, il y a une bande, là, tout ce débordement ici, il y a une gorge, et dans cette gorge, on met une bande de butyl. Donc une bande de butyl, c'est une petite bande d'environ 1 cm de large. Elle fait quelques millimètres d'épaisseur. On la met tout le tour de la fenêtre et ensuite on comprime la fenêtre. On pose la fenêtre, on la comprime et le cadre intérieur, le cadre qui est à l'intérieur vient tout enserrer ensemble. C'est ça qui fait l'étanchéité. Le problème, c'est que le butyl commence à changer sa constitution avec le soleil, avec les changements climatiques. Eh bien, il change. Il sèche, commence à sécher à des endroits et il laisse passer de l'eau. Donc pour éviter de refaire ce joint au butyl, souvent on fait un joint autour. La grosse erreur, c'est de faire un joint tout le tour, même en dessous. Parce que là, si vraiment il y avait de l'eau qui passait au-dessus parce que tu as mal fait ton joint, l'eau, elle reste. Donc souvent, on ne met pas de cordon de joint en dessous parce que de toute façon, l'eau, elle ne pourra pas remonter comme ça. Quel meilleur contrôle d'étanchéité que celui que tu peux faire quand il pleut. Parce que là, en fait, le véhicule est à l'extérieur, il pleut et s'il y a un problème, tu vas le voir tout de suite. On va passer donc au dernier point rédhibitoire quand tu achètes un véhicule, c'est bien sûr l'examen du plafond et des passages de câbles. Alors c'est tout simple, il va falloir quand même faire un tour sur le toit et essayer de se faire prêter une échelle pour voir l'état du toit. Il y a un point tout à fait important, c'est les passages de câbles, tu vois. Les passages de câbles qui doivent être complètement secs. Le passage de la gaine de chauffage, tous les points, les endroits où il y a un passage de câble, il va falloir les vérifier. Et quand tu as des auréoles ou quand tu as du bois mou autour, tu vois ce que je veux dire? Alors, tu peux t'aider de ça. On va le faire ensemble. Voilà. Et là, tu vois, regarde, c'est complètement sec. On est à 16%. Ici, c'est pareil, tu vois. Regarde. Voilà, tu vas le mettre un peu partout, hein. On peut même le mettre comme je te l'ai montré. Alors, tu vois, c'est un peu compliqué. Là, c'est un peu compliqué, par exemple. Il y a une protection, donc c'est très difficile de venir. Là, il y a du métal. C'est le métal de la ceinture, du montant de la ceinture de sécurité. Voilà, tu vois. Partout, il y a du métal ou il y a de l'aluminium, ben, ça peut éventuellement sonner. Donc, il faut quand même avoir une réflexion, te dire, ah ben non, là, on va le faire ici, ce sera plus simple. Voilà, tu vois. On est à 14, 15, 18, tu vois. On est bien, là. Et quand il y a quelque chose avec cette machine-là, regarde, là, on va le mettre où il y a les montants en ferraille, regarde. T'entends? Voilà. C'est parce que là, il y a un montant métallique, forcément, puisqu'il y a un ancrage de ceinture. Hein. Donc tout ça, il faut y réfléchir aussi. Ça, c'est un petit appareil qui coûte pas très cher. Le mien doit coûter quand même une centaine d'euros. Hein, un petit peu moins, environ 100 euros. Il y en a à 30 et quelques euros avec des pointes. Bon, moi, personnellement, j'ai préféré celui-là. Et ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas ouvrir tous les placards et tu vas vérifier tous les angles, que tu puisses pas voir d'humidité. Tu vas même taper, tu vois, pour que sentir les parois, qu'elles soient bien dures. Ça, tu vas le faire sur tous les placards. Tu vas descendre le lit. Alors, c'est une capucine. Ça peut être une capucine. Tu vas regarder tous les angles également, tous les tours de fenêtre. Si tout ce que je t'ai montré, c'est OK, tu peux passer. Alors, pareil, autour des lanterneaux. Hein. Je t'ai pas parlé des lanterneaux, mais c'est pareil. Là, il faut regarder partout autour. Hein. Parce que, moi, personnellement, sur mon Franca, j'ai eu des lanterneaux qui laissaient passer de l'eau.
c'est pas très grave. J'ai vu l'eau qui commence à couler, moi je vis dedans, donc j'ai géré le problème tout de suite. C'est pas très grave dans la mesure où mon véhicule a une structure en aluminium. Et donc, à part des auréoles, moi j'en ai pas parce que j'ai réglé le problème, mais à part des auréoles, les conséquences sont beaucoup moins graves que sur un véhicule avec une structure bois comme celui-ci, par exemple. Et comme énormément d'autres. Voilà donc ce que je voulais te partager sur les causes éliminatoires de l'achat d'un véhicule. Alors, tu vas me dire, ouais, mais il y a tout le reste. Oui, tout le reste, après, c'est des bricoles plus ou moins importantes qui peuvent se gérer avec de l'argent. Ce que je suis en train de te dire, ce que je suis en train de te montrer, ça ne se gère pas avec de l'argent, en fait. Ça se gère avec des sommes énormes et on peut pas dire ça va se gérer avec de l'argent parce que ça coûterait beaucoup trop cher. Il vaut mieux à ce moment-là passer un véhicule plus cher mais ne pas acheter ce véhicule, tu vois. Le problème est là, c'est que il faut, en tout premier lieu, avant de commencer, contrôler ça. Je dirais que même si tu as un moteur qui casse le mois suivant l'achat, c'est moins grave que de découvrir ce que je viens de te montrer là. Si tu découvres ça après coup, c'est beaucoup plus grave que le remplacement d'un moteur, selon moi. Parce qu'un moteur, sur un véhicule comme ça, c'est un 2,8 litres, tu vas en trouver un assez facilement. C'est sûr que tu vas te mettre un petit billet, ça va te coûter un peu d'argent, mais tu vas pouvoir le faire. Les infiltrations dont je te parle, ça a de grandes chances de rester à vie. Hein. Et ça veut dire que le jour où tu vas revendre ton véhicule, tu vas avoir le même problème. Tu vas devoir enfler quelqu'un, tu vois. Et ça, si tu veux pas enfler quelqu'un, tu ne le vendras jamais. Ou tu auras perdu la totalité de ce que tu as mis dedans. Je dis pas qu'il faut faire, c'est pas cool de gruger quelqu'un parce que tu as été volé. Il vaut mieux le voir avant, voilà. La plupart des gens qui se sont fait avoir, ben, ils disent, moi je l'ai acheté, il y a bien quelqu'un qui va me l'acheter. Et ils vendent un truc sur lequel il y a un problème que, du coup, ils sont au courant. Du coup, c'est malhonnête. Après, le reste de la visite, une fois que tu as vérifié ça, tu es rassuré, on va dire. Il y a un meuble qui ferme pas, il y a une porte qui se casse la gueule, il y a le frigo qui démarre pas, il y a le chauffage qui démarre pas. C'est sûr que ça représente également des frais et qu'il faut les contrôler quand même, mais c'est pas éliminatoire, c'est négociable en fait. Un frigo qui démarre pas quand t'es là, qui marche pas, un chauffage qui marche pas, voilà, un chauffage c'est 3000 balles, un frigo c'est 3000 balles, en fait c'est tout à 3000 après, hein, tu vois, les grosses pièces, hein. On va dire dans les grandes lignes, tu vas considérer au moment où tu vas négocier le véhicule que les 3000 bien sûr il va pas te coûter 3000 le chauffage, mais si toi tu veux pas y mettre la main, et que tu l'envoies chez un réparateur, et ça va te coûter 3000. Le frigo va te coûter 3000. Donc, alors les vieux frigos comme ça, c'est autre chose. Tu peux mettre un frigo à compression, tu peux t'arranger, tu peux bricoler. Mais ça, c'est pas le problème du vendeur. Toi, ton problème, c'est d'acheter un véhicule au juste prix. Donc, que tu le fasses toi, que tu le fasses faire, ça le regarde pas. Tout ça, ça se négocie ensuite en fonction du problème. Hein, c'est toujours pareil. Des serrures de porte, c'est pas bien méchant. Des problèmes esthétiques, c'est pareil, ça se gère. Les infiltrations, les problèmes que je viens de te montrer, ça ne se gère pas. C'est non négociable. Tu passes ton chemin, tout simplement. Sauf si tu as envie de payer le véhicule, de débarrasser le véhicule pour 2000 balles et de t'occuper toi-même de toutes les réparations. Alors 2000 balles, j'exagère, mais de t'occuper toi-même de tout déconstruire le véhicule pour le refaire. Et ça, pour moi, c'est cauchemardesque. Hein, voilà. Peut-être un jour, je le ferai par expérience pour vous montrer, pour faire une expérience, mais c'est un gros problème. C'est un gros problème éliminatoire. Voilà ce que je voulais te partager dans cette vidéo. J'espère que ça va t'aider dans ta recherche. Il faut détacher l'affect de l'achat. En fait, quand tu rentres dans ta phase d'achat, l'affect, tu le mets de côté. Les ambiances, les meubles, c'est beau, machin, non, ça tu le fous de côté, et tu ne t'occupes en premier lieu que de ce que je viens de te dire. Tu suis cette trame, et seulement ensuite tu t'émerveilles du véhicule, tu vois. Seulement ensuite tu peux rentrer. Alors t'émerveilles pas trop, parce que si tu dois négocier, si tu t'émerveilles, tu n'auras pas de négociation, hein. Le client, le vendeur est pas fou non plus. S'il sent que tu es super excité et que tu le veux absolument, il va pas descendre son prix. Tiens la famille, prochain véhicule, encore un Frankia, à l'heure où tu vois cette vidéo, je l'aurais pas filmé encore. Je le filme la semaine prochaine et on le présentera sur la chaîne. Alors, je sais pas si je vais le faire avant Noël. Peut-être la dernière vidéo du début des vacances, mais c'est souvent des vidéos qui ne marchent pas trop. Et puis, je dois t'avouer que je récupère les enfants samedi prochain pour les vacances et que peut-être je vais lever le pied et que cette vidéo, elle sortira que le premier week-end de janvier. On verra. On verra. Si tu la vois, c'est que je l'ai sortie. Si tu la vois pas, c'est que j'ai attendu, tout simplement. On verra. Ah, je voulais te dire aussi, ce véhicule est toujours disponible, hein. Il est au prix de 16 000 € aujourd'hui. Donc, si tu veux t'offrir un véhicule qui est en bon état,
qui est en bon état, qui est fonctionnel, tout fonctionne, frigo, chauffage, tout. Il y a des petites améliorations à faire. Le chauffage avec sa cheminée verticale, je te cache pas que c'est une galère. Quelquefois, il démarre pas. Donc, je te conseille une ventouse. Comme la plupart des chaudières aujourd'hui, elles sont en ventouse. Elles n'ont pas la ventilation, l'aspiration qui se fait dans le même tuyau. En fait, tu as l'échappement et tu as l'aspiration dedans. Il y a très peu de place et il faut du tirage en fait. Donc c'est mieux de le faire sur le côté. Hein, voilà. Il existe des ventouses avec le même système, hein, tuyau d'échappement au milieu et tuyau d'air autour. Et ça fonctionne beaucoup mieux quand tu l'as sur le côté. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prévoir pour que ton chauffage démarre à tous les coups, sans problème, sans avoir à le démarrer 3, 4 fois, 5 fois avant qu'il démarre. Hein. Ciao la famille, à tout bientôt.